Vous avez déjà sûrement dit ou entendu, pourquoi les élèves ne sont pas motivés par les apprentissages? Pourquoi les élèves ne participent pas en classe? Pourquoi les élèves éprouvent toujours des difficultés à lire et à écrire? Pourquoi les élèves n'utilisent pas les stratégies enseignées? Je leur ai pourtant demandé de les réutiliser. Pourquoi les élèves sont inattentifs lors des explications? Mais en même temps, on se dit que le taux de décrochage est élevé partout et que le système a sûrement une large part de responsabilité dans tout ça. Mais en même temps, on se dit qu'on doit changer les choses et que pouvons-nous faire? Et c'est là qu'en tant qu'équipe école, on s'est questionné sur ce qu'on pouvait faire autrement pour améliorer la réussite de nos élèves. En tant que professionnels de l'éducation, c'est là notre principal objectif. Vous allez être d'accord avec moi. Entre vous et moi, je vous le dis, là, tout ce qui se dit ici reste ici ce soir. Connaissez-vous vraiment un enfant qui n'a pas le goût d'apprendre? Moi, après 18 ans d'expérience dans le système scolaire, j'en ai jamais rencontré. Par contre, j'ai trop souvent croisé des enfants démotivés, et ce, dès le début de leur parcours scolaire. Réfléchissons un peu. Pourquoi voit-on de petits écoliers démontrer des signes de désengagement et de démotivation aussitôt dans leur parcours scolaire? À bien y penser, je me dis, est-ce qu'on aimerait faire une tâche dans laquelle on ne se sent pas compétent ou une tâche qui nous semble totalement inutile? Bon, avant comme orthopédagogue, oui, j'allais chercher les élèves dans leur classe à raison d'environ 2 périodes par cycle, par semaine. Et je travaillais des choses dans mon petit bureau avec eux. Je voyais des résultats, mais pas de transfert dans la classe quand il y avait à refaire des exercices similaires. J'avoue que c'est assez démotivant. Donc, dans un premier temps, on a essayé de revoir notre modèle d'intervention. Et c'est pour ça qu'on a choisi le modèle d'intervention à 3 niveaux. Parce que ce modèle-là, son objectif principal, c'est de réduire le nombre d'élèves en difficulté. Il est divisé en 3 étapes très importantes. Quand on parle du niveau 1 d'intervention, ici, on parle d'interventions qui sont universelles dans la classe, des interventions qui sont efficaces et en lien avec des éléments de la réussite. C'est l'enseignant qui est en charge de ce niveau-là. Ensuite de ça, on a le niveau 2 d'intervention. Le niveau 2 d'intervention, en fait, c'est pour les élèves qui ne répondent pas suffisamment au niveau 1 et qui ont besoin d'une intensification des interventions. Ce niveau-là est séparé, divisé entre l'orthopédagogue et l'enseignant. Ensuite de ça, le niveau 3. OK, niveau 3 d'intervention, là, les élèves ont vraiment besoin d'interventions très intensives, spécifiques en orthopédagogie. Et nous, à l'école, on a misé beaucoup dans les dernières années sur le niveau 1 parce qu'on ne peut pas aller au niveau 2 et au niveau 3 avant de passer par un niveau 1 au préalable. La première année du projet, mon directeur m'a jumelée avec une enseignante de 6e année où j'intervenais avec elle à raison d'une période par jour dans sa classe. On faisait des interventions, on essayait d'intégrer des nouvelles façons de faire. Ça a été une année de révélation pour elle et moi. Pour elle, parce que ses élèves qui étaient en difficulté, elle s'est rendue compte qu'ils réussissaient beaucoup mieux que ce qu'elle anticipait. Et pour ma part, j'ai enfin vu un transfert dans les apprentissages, dans les travaux des élèves de ce qu'on enseignait ensemble. Ça, je vais vous avouer que c'est très motivant. Puis notre enthousiasme a donné le goût à d'autres enseignantes, ensuite de ça, d'embarquer avec nous. Et puis, je vous dirais que d'année en année, on est de plus en plus nombreux à travailler dans ce sens-là, dans mon milieu. Puis les commentaires sont très positifs et très encourageants. Cette année, je me suis permis aussi de faire des interventions de niveau 2 parce que j'ai mis beaucoup d'énergie au niveau 1. Et encore là, ça a été très gagnant parce qu'étant donné qu'il y a un bon niveau 1 de fait dans la classe, on cible beaucoup mieux les élèves qui ont des difficultés. Les interventions sont plus spécifiques et plus intensives aussi. Puis l'enseignante me disait encore dernièrement que les interventions qu'on a faites avant les fêtes, les progrès des élèves demeurent encore. Donc, ça aussi, c'est très encourageant. Ensuite de ça, on a décidé de favoriser l'enseignement explicite. Bon, l'enseignement traditionnel, c'est quoi? C'est on explique, on fait des démonstrations, on répond aux questions, on pose des questions.
les élèves vont faire des exercices. La rétroaction va venir souvent lors de la correction de l'exercice. Les notions vont être enseignées très, très isolément. On va demeurer au niveau des connaissances déclaratives. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de transfert et les élèves ne sauront pas nécessairement dans quel contexte ils vont avoir besoin de reprendre cette notion-là et la réinvestir ailleurs. L'enseignement explicite, par contre, c'est axé sur la compréhension du contenu. Et ça fait toute une différence. D'emblée, au départ, quand on fait un enseignement, on va venir expliciter aux élèves c'est quoi notre objectif aujourd'hui. Par la suite, je vais aller questionner au moins 3 élèves dans la classe pour qu'ils me répètent c'est quoi qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite de ça, je vais leur expliciter pourquoi ils doivent apprendre ça. Je vais aller ensuite questionner des élèves parce que je veux qu'ils comprennent à quoi ça va leur être utile. Je vais leur dire maintenant quand ça va être utile et je vais aller questionner encore des élèves. Et même chose pour le comment. Je vais aller leur expliciter comment on va s'y prendre, comment on va utiliser les visuels et de quels visuels ils vont avoir besoin, de quels référentiels aussi. Par la suite, on arrive à l'étape de la modélisation. Et là, l'étape de la modélisation, ce n'est pas seulement qu'un enseignement, c'est pas seulement expliqué. Nous, à la commission scolaire, on a une collègue qui a une bonne idée. Quand on fait l'étape de la modélisation, on met notre cerveau dans notre cou parce que cette étape-là, c'est que tout au long de la démonstration, l'enseignante ou l'intervenant va verbaliser toute sa démarche réflexive. Donc, quand l'enseignant va poser des questions, ce n'est pas aux enfants qui les posent, c'est à lui ou à elle, parce que l'important, c'est de rendre toute la démarche très, très explicite. Quand on met ça dans notre cou, les enfants le savent, donc ça augmente beaucoup leur niveau d'attention, concentration. Arrive ensuite l'étape de la pratique guidée et la pratique coopérative où les enfants vont avoir à reprendre des exercices similaires. Et la grande différence avec un enseignement traditionnel, c'est que là, on va circuler dans les rangées, on va venir questionner les enfants sur comment ils ont fait pour obtenir leurs réponses. Et la rétroaction va être immédiate, contrairement dans un enseignement traditionnel où la rétroaction, elle est après l'exercice. L'enseignement explicite, c'est l'approche qui favorise aussi un transfert des connaissances, parce qu'on va passer des connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles, et ça fait en sorte que les apprentissages demeurent. Et ça, on l'a vu beaucoup à l'école cette année, au travers de notre projet, des concepts très abstraits que les élèves de l'an dernier se souvenaient très bien. Alors ça, c'est très, très, très encourageant. Ensuite de ça arrive la pratique autonome dans l'enseignement explicite. Ça, c'est quand les élèves sont capables de refaire seuls, sans aide, les exercices. Ensuite de ça, on s'est questionné sur ce sur quoi on devait miser pour améliorer la réussite des élèves. Les recherches, encore une fois, ont démontré qu'il y avait des prédicteurs importants qui favorisaient la réussite des enfants. Entre autres, chez les très petits, la conscience phonologique. Si vous avez des enfants à la maternelle, vous allez en entendre parler beaucoup. C'est un prédicteur hautement prédicteur de la réussite. Le principe alphabétique, la fluidité en lecture, le vocabulaire et la compréhension. Nous, à l'école, on maximise aussi le développement de la compétence à écrire. On utilise les régularités orthographiques pour développer la compétence à écrire. C'est parce que c'est plus efficace. En fait, une régularité, c'est un patron. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vais vous donner un exemple. Quand j'entends le son O à la fin d'un mot, c'est EAU. C'est ce qui revient le plus souvent. Quand j'entends « habit » au début d'un mot, c'est HABI. Alors ça, c'est des patrons qui reviennent, ce qui fait que c'est plus simple pour les enfants d'apprendre à écrire de cette façon-là que de devoir mémoriser des mots par cœur, ce qui est souvent le cas quand on présente des listes de mots par thème. Donc là, il y a des patrons, les mots sont regroupés par sens et ça facilite l'apprentissage. Ensuite de ça, on a développé beaucoup la conscience syntaxique, c'est-à-dire être capable de comprendre comment une phrase elle est construite, la conscience morphologique aussi, tout ce qui est les principes d'accord, excusez. Et on modélise chacune des étapes du code de correction.
parce que trop souvent, on présente un code de correction en demandant à nos élèves de le faire, mais est-ce qu'ils ont vraiment saisi à quoi ça va leur servir? Et d'emblée, quand on se fait dire, bien, ils n'utilisent pas leur code de correction, puis je leur ai demandé, bien, dites-vous que s'ils ne l'utilisent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas du tout ce à quoi ça va leur être utile. Donc, on les modélise, chacune des étapes. Et après ça, à chaque semaine, on se garde du temps pour revoir systématiquement nos compétences en lecture et en écriture. Un aspect aussi qui est très important pour nous, c'est la différenciation pédagogique. On a beaucoup plus de connaissances sur les troubles d'apprentissage qu'il y a 10 ou 15 ans. Il est, à mon avis, criminel de penser que tous les enfants peuvent réussir leur cheminement de la même façon, dans les mêmes conditions. Bon, la première image, là, moi, je suis tannée de l'avoir circulée sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont trop raison. Pour le moment, ils ont encore trop raison. En fait, c'est que le professeur dit que pour une sélection juste, tous doivent passer le même examen. S'il vous plaît, grimpez dans l'arbre. Tout de suite, on voit que ça n'a pas de sens. On ne se questionne pas, on le voit tout de suite. Si un élève arrive à l'école en chaise roulante, il n'y a pas personne qui va s'objecter à ce qu'il utilise un ascenseur ou sa chaise pour circuler parce que son handicap est apparent. Un enfant qui souffre d'un trouble d'apprentissage, c'est aussi un handicap. Malheureusement, il n'est pas apparent. Et la différenciation, dans ce temps-là, elle est indispensable à sa réussite pour que cet enfant-là puisse réussir à la hauteur de son potentiel. Un trouble d'apprentissage, ça n'affecte en rien l'intelligence d'une personne. Au contraire, ma collègue psychologue pourrait vous le dire, on en demande des bilans psychologie et c'est des enfants qui ont de très bons potentiels. Donc, différencier, si on regarde la deuxième image, c'est écrit l'équité, c'est moins d'égalité, mais plus juste. C'est la même chose. Différencier, c'est pas être égal, c'est pas être égal, parce qu'être égal, c'est tout le monde pareil. Tout le monde fait ses examens, tout le monde fait ses travaux dans les mêmes conditions, dans le même temps. Différencier, oui, la différenciation, ça va être mieux comme ça, c'est de permettre à tous de réussir à la hauteur de son potentiel. Et je tiens à dire que c'est surtout pas une béquille, et encore moins un avantage que de permettre la différenciation. Des exemples de différenciation, c'est très simple. Ça peut être de permettre à un enfant d'avoir plus de temps pour faire ses travaux. Ça peut être de permettre à un enfant de faire une première lecture avant un examen ou de lui enregistrer ses problèmes mathématiques si sa lecture, sa fluidité fait défaut. C'est de lui permettre d'utiliser un portable avec ou sans les correcteurs, avec ou sans un traitement, un logiciel spécialisé tant en écriture qu'en autocorrection. C'est fournir un ballon d'exercice pour un enfant qui aurait la difficulté à contrôler son attention, concentration ou qui a besoin de travailler sa posture. C'est fournir une copie des notes au lieu de demander à un enfant qui a des difficultés avec sa calligraphie de tout recopier. Donc, c'est des petites choses très simples comme ça, mais qui font une grande différence dans le quotidien des enfants qui ont besoin, qui ont des difficultés. Comme vous pouvez le constater, voir autrement, ça apporte de grands changements. Puis je le répète, c'est le travail d'une équipe. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai noté certaines conditions que je trouve essentielles à tout changement. Ça prend au départ un leadership pédagogique pour changer les choses de cette façon. Quelqu'un qui va avoir une vision très claire et être capable de nommer des moyens qui vont être pris pour atteindre ces objectifs-là. Ça prend de la formation puis de l'accompagnement des intervenants. Seulement entre 0 et 5 % seulement de réinvestissement en salle de classe quand il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est pour ça, si je reviens au niveau 1 d'intervention, que dans mon milieu, on a fait le choix d'accompagner, de faire du travail, même si le niveau 1 d'intervention, ça revient à l'enseignant. On a fait ce choix-là parce que c'est de cette façon-là qu'on voit la différence. La création d'un comité pédagogique pour pouvoir discuter de nos objectifs en tant qu'équipe et des moyens qu'on choisit. Établir aussi des objectifs réalistes. Je viens de vous parler en quelques minutes de plein de gros morceaux. C'est impossible de mettre tout ça en place la même année. De revoir l'organisation des services. L'orthopédagogue ne viendra plus chercher les élèves 2 fois par semaine du mois de septembre au mois de fin mai. Quand l'orthopédagogue va venir chercher ses élèves, ça va être 3-4 fois par semaine pendant un nombre X de semaines. Déjà, ça fait beaucoup de changements dans l'organisation des services.
c'est de fournir des ressources nécessaires, tant professionnelles que matérielles. Dans mon milieu, je me trouve choyée. On a des tableaux blancs interactifs dans toutes les classes, même moi. Puis vous savez comme moi que les orthopédagogues, souvent, on est dans le fond d'un corridor, d'un garde-robe. On est équipé d'iPad et de plein d'outils technologiques et aussi pédagogiques. Et l'uniformisation des outils d'intervention d'une classe à l'autre. Trop souvent, on a chacun dans notre classe notre code de correction, on a chacun nos outils pour travailler l'analyse syntaxique ou l'autocorrection. Et les élèves qui sont plus à risque, juste dû au fait que ce n'est pas tout à fait la même chose d'une classe à l'autre, vont prendre du temps avant de s'y retrouver. Maintenant, est-ce que je suis en train de vous dire que notre système d'éducation est parfait? Non. Est-ce que je suis en train de vous dire que dans mon école, il n'y en a plus d'élèves en grande difficulté? Non. Par contre, je veux que vous reteniez que c'est payant de faire du changement. Je vous raconte rapidement, si on revient à notre pyramide, l'an passé, dans le groupe de 4e année, il y a 20 enfants qui sont arrivés à mon école avec 20 dossiers en orthopédagogie qui suivaient. Tous des enfants qui avaient déjà eu un petit peu de suivi, c'était là, mais ils avaient tous été sélectionnés parce qu'ils étaient en difficulté. Je peux vous dire que cette année, ce groupe-là, en 5e année, j'ai 5 élèves pour qui je dois faire des interventions de niveau 2, et selon moi, il va en rester peut-être 2 au niveau 3. Ça fait une grosse différence. Quand je vous dis que les autres n'ont plus, et là, écoutez-moi bien, plus du tout besoin d'une orthopédagogue. Là, je suis en train de me dire qu'ils vont me congédier bientôt parce qu'il n'y en aura plus assez. Mais c'est pour vous dire à quel point un enseignement efficace sur des éléments critiques de la réussite, de façon systématique, avec des changements comme ça fait une grosse différence. Moi, je veux juste vous dire qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant les yeux brillants parce qu'il vient de comprendre ce qu'on vient de lui enseigner, puis parce qu'il est fier de lui. Il n'y a rien de plus valorisant que de voir un enfant qui se laissait oublier dans le fond de la classe, lever la main parce qu'il veut répondre à la question qu'on vient de poser ou parce qu'il veut venir au tableau, lui aussi, faire la démonstration. Il n'y a rien de plus rassurant que de voir un enfant anxieux qui sourit puis qui est bien à l'école. Puis, je vais vous avouer que ça fait du bien quand les parents viennent nous remercier parce que là, cette année, leur enfant ne pleure pas pour venir à l'école puis il n'y a plus de chicane pour les devoirs et les leçons. Et dites-vous que quand les élèves sont plus motivés, c'est les intervenants aussi qui sont plus motivés. Ça fait une grosse différence. J'espère avoir réussi à vous donner le goût de plonger dans le courant du changement. Je suis consciente que le système d'éducation a souvent été malmené dans des réformes de toutes sortes qui ont peut-être pu en décevoir quelques-uns. Cette fois, par contre, quand on s'appuie sur des données de recherche sérieuses, ça peut faire toute une différence. Je vous le dis, ça fonctionne. Le titre de ma présentation est « Si on voyait les choses différemment ». J'aurais le goût de vous dire qu'il est maintenant grand temps de voir les choses différemment. Ce fut un réel plaisir. Je vous remercie beaucoup.